que la maternité, c'est quand même un événement, une grande joie dans la pensée collective. Et je dirais que dans la plupart des cas, ça l'est et ça doit le rester. Cependant, là aussi, il faut comprendre que la question même de la maternité met en jeu divers remaniements internes que vous allons voir ensemble qui sont d'une grande, grande complexité. C'est-à-dire que déjà le désir de grossesse, la grossesse elle-même et le postpartum sont des moments qui sont traversés par des remaniements nombreux, avec des remaniements liés aux affects, liés aussi à des modifications biologiques, physiologiques, hormonales, psychiques bien sûr, et socio-familiales. Et c'est important de voir cette complexité dans toutes ces deux dimensions parce que c'est un mouvement que je dis souvent hein, de crise, mais pas dans la connotation négative du mot. Hein. Crise en grec c'est crisis, ça veut dire de changement, c'est-à-dire que nous sommes dans une période de changement, de bouleversement qui, suivant les personnes, je le précise, suivant en tout cas le type de, on va voir, de maman, de personnalité, de mère aussi, ne sera pas du tout vécu de la même manière. Et ces perspectives-là, là aussi, se confondent entre l'idéal, nous allons reparler, qu'il peut y avoir de la maternité, du désir même de l'enfant que l'on projette, et la réalité qui parfois peut être tout autre. Donc, le postpartum, c'est-à-dire l'accouchement, tout ce qui se vit après l'accouchement, constitue une temporalité empreinte à la vulnérabilité. Et ça aussi, c'est important de le comprendre parce que cette période de vulnérabilité est aussi propice à des décompensations. Nous verrons qu'est-ce que j'entends par ce mot de décompensation, parce que ça peut aller de la dépression jusqu'à l'émergence de pathologies psychiatriques. Donc c'est une période aussi, là aussi empreinte à des fluctuations qui sont timides d'humeur et qui peuvent varier de la tristesse jusqu'à l'émergence qui est rare, je vous le verrai tout à l'heure, elle est rare mais elle existe, de troubles psychopathologiques. Donc c'est vrai que d'emblée, la grossesse convoque la part d'étrangeté parce que la femme, même s'il y a un désir de couple à la base ou pas, puisque maintenant aussi les conditions évoluent aussi dans la question même de la maternité, mais la femme rentre seule à la maternité, alors avec son compagnon quand il y est, puis elle ressort avec un étranger. C'est-à-dire que là aussi, cet enfant qui est porté est un inconnu dans lequel il va falloir faire connaissance. Et connaissance, c'est connaître, c'est naître à côté d'eux, c'est-à-dire apprendre à, voilà, à vivre avec. Et il va falloir s'adapter entre l'idéal de cet enfant et le réel. Là aussi, hein, parce que c'est une question qui est un peu à part, mais qui questionne aussi pas forcément la dépressivité, si ce n'est des fois ça peut l'enclencher. C'est la question même du handicap dans ces moments-là où intervient l'annonce du handicap, où effectivement l'idéal là aussi et au-delà d'être bousculé et carrément fracturé puisqu'il peut se créer à ce moment-là, carrément même dans la question même de la dépression du postpartum, un psychotraumatisme lié à cet idéal qui s'effondre face à l'annonce du handicap et du type d'handicap. Voilà, c'est une parenthèse juste liée à la question même où se greffe le handicap, mais c'est pas la question que nous traitons en ce jour. Donc, il faut savoir que après l'accouchement, là aussi, ce sont toutes les données qui ont été travaillées là aussi par le concept de baby blues qui a été décrit au 19e siècle. Et c'est la clinique, en tout cas, qui a été la plus développée, la plus connue après l'accouchement par les praticiens. Et là aussi, il faut savoir que ça touche pratiquement le baby blues, hein, j'expliquerai la différence entre le baby blues et la dépression, une femme sur deux. Voilà. La dépression du postpartum, elle a été décrite dans les années 1968. Elle a une prévalence qui varie entre 10, 15 et 20% environ dans les formes modérées. Voilà, ce qui représente à peu près une femme sur 7 dans les enjeux de prévalence sur la question même de cette dépressivité du postpartum.
Les conséquences que nous verrons sont à la fois en lien avec la mère, mais aussi avec la relation dyadique, c'est-à-dire de la mère au nourrisson, et notamment eu égard à ce que j'expliquais tout à l'heure, les liens d'attachement et de relation, comment l'agrippage peut se faire de la part du nourrisson par rapport à une maman qui est dans un état où c'est plus délicat. Et donc sur le développement à la fois aussi cognitif et psycho-affectif de l'enfant, sur une période, là aussi je le redis, hein, qui est vulnérable par rapport à la maman, mais où c'est une étape fondamentale aussi pour le bébé, dans les fondements même des liens d'attachement qu'il co-construit à sa figure d'attachement. Donc, les délais suite à l'accouchement étant très raccourcis, il faut savoir aussi qu'en Occident, beaucoup alors le baby blues on en parle peu, la dépression du postpartum, c'est là où on va en revenir, là aussi est peu parlé, est mal accompagné, voire pas du tout parlé, sauf qu'on est rentré dans des modalités très mercantilistes aussi de l'abord de l'hôpital et des enjeux aussi de tarification à l'acte qui font que l'enjeu hospitalier aujourd'hui fait que les choses vont vite, très vite. Et ce qui fait qu'une maman qui accouche, elle sort très vite aujourd'hui de l'hôpital, ce qui n'était pas jadis le cas. Et là aussi, les dépressions du postpartum sont insuffisamment prévenues, diagnostiquées, évaluées et traitées dans des délais aujourd'hui aussi d'hospitalisation. Et là aussi, je tiens à le dire, la maternité, c'est pas un trouble pathologique. Alors, on a aussi une culture, alors en France en tout cas, qui est très marquée sur la pathologisation de la maternité, ce qui rend des mamans aussi très anxieuses, alors que jusqu'à preuve du contraire, la maternité, c'est physiologique, hein, c'est un développement physiologique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de par la médicalisation et parfois même la surmédicalisation, il y a la question même, on le verra aussi par rapport à ça, du stress que ça génère. Mais par contre, là où il y a une défaillance et qu'il faut, et où je dirais que la dimension et la perspective de prévention doit être largement accompagnée, c'est dans des délais aussi de sortie des mamans qui sont devenus de plus en plus rapides suite à l'accouchement, liés à l'évolution aussi de la société telle que je vous l'ai décrivée, dans un monde aussi où l'hôpital est rentré dans des questions de rentabilité. Alors, si on fait un peu d'histoire dans cette deuxième partie sur la question même de savoir ce qu'est la dépression du postpartum, il faut savoir que déjà, dès l'Antiquité grecque, parce que c'est des concepts qui ont été largement travaillés, Hippocrate déjà évoquait les troubles psychiques qui pouvaient apparaître à distance et il les avait remarqués de l'accouchement même, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des défaillances de tristesse qui apparaissaient et déjà à distance. C'est plus au 19e siècle qu'Esquirol évoquait déjà l'agitation, lui, de type maniaque, c'est-à-dire des agitations de surexcitation qui pouvaient déjà observer dans le cadre du postpartum avec une excitabilité de certaines mamans. Et puis, beaucoup de femmes, il expliquait, ont des maladies mentales secondaires à l'arrivée de l'enfant et ne reçoivent aucun soin psychiatrique, déclarait-il, et ça c'était déjà en 1839. Sur les 100 ans qui vont suivre, il n'y aura plus aucun travaux qui vont questionner l'énigme du postpartum. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y a un vide et une béance sur cette question même de la maternité et du postpartum. Il va falloir attendre en fait le XXe siècle où apparaît un terme qui s'appelle maintenant la dysphorie, c'est-à-dire des troubles de l'humeur ou une dérégulation de l'humeur. Alors c'est un mot qui est devenu à la mode et dans les classifications, mais en tout cas un trouble de l'humeur du 3e jour, parce que c'est là aussi le délai qui peut apparaître dans ce qu'on appelle le baby blues, trouble qui est mineur et qui est décrit par de nombreuses femmes, en fait. C'est ce que je vous nommais tout à l'heure, le baby blues. Et c'est dans les années 50 qu'est posé effectivement ce terme-là, avec le développement, en tout cas dans la plupart des hôpitaux, en tout cas en Europe, des maternités obstétricales. Et c'est en 1968, je disais,
que la dépression du postpartum sera posée et notamment évoquée par la première fois par un médecin qui s'appelait Yalom. Je vous donnerai en référence, vous verrez que beaucoup de travaux sont américains. Il y a qu'une référence bibliographique française, mais alors il y a des auteurs qui ont travaillé, mais les premiers travaux sur cette question ont été beaucoup aux États-Unis. Les références bibliographiques que vous aurez sont vraiment américaines. Voilà. Dans notre troisième partie, nous allons voir ce qui évolue et ce qui change effectivement, qui évolue, je dirais, de quelque chose qui est de la normalité vers le pathologique. Comme je vous le disais, l'état de la maternité n'est pas un état pathologique, c'est un état physiologique où là aussi, l'enjeu de médicalisation vient faire une surenchère à l'anxiété parfois, et encore plus, je crois, aujourd'hui, en regard de tous les diagnostics qu'il faut poser pour l'analyse même, je dirais même, qui va jusqu'à l'éventualité du diagnostic de maladie, de potentielle maladie du bébé. Donc, il faut savoir que la question même, je vous le disais, du baby blues est quelque chose qui peut survenir de manière très précoce, dès la première heure à 3 jours de l'accouchement, avec des épisodes qui peuvent être une alternance ou d'abord une euphorie, c'est ce que je vous appelais, alors c'est ce qu'Esquirol appelait ces états maniaques qui peuvent être euphoriques, et puis l'arrivée d'une tristesse qui, elle, va être marquée plus par des pleurs. Donc, il va s'agir d'une tristesse qui est anormale, qui s'installe de manière insidieuse. Et rappelez-vous de l'exemple que je vous évoquais, là aussi on va le voir, c'est très lié à des remaniements, c'est-à-dire que déjà la culpabilité et le sentiment de honte d'une maman qui n'a pas été informée peut déjà arriver parce qu'elle ne comprend pas ce sentiment-là, et dans des paradoxes où elle peut même dire, mais à un moment je suis heureuse en tout cas d'avoir un enfant, je l'ai tant désiré, je l'ai tant aimé, et en fait je me sens triste. Et rappelez-vous, c'est la première, donc la vignette clinique que je vous ai donnée, ce sentiment de honte et de culpabilité qui déjà est empreint sur des humeurs dont est marquée la maman et qui sont en total paradoxe avec la pensée qu'elle pouvait avoir de son désir de maternité et les projections qu'elle avait fait. Donc, c'est ce qui fait qu'il peut y avoir cette tristesse qui va aboutir et évoluer et provoquer même un grand mal-être chez la mère qui va être de l'anxiété, de l'angoisse, et la plonger même parfois dans certains contextes dans un désespoir grand et sévère. Et nous le verrons tout à l'heure, dans la dépression sévère, ça peut aller jusqu'à l'évaluation, et c'est important de l'évaluer, des idéations jusqu'à des idées suicidaires. Donc là aussi, là où je vous disais que déjà la maman n'arrive pas à comprendre parfois ce qui lui arrive parce qu'elle est dans cette ignorance-là et dans des paradoxes, il peut s'agir aussi du même mouvement du compagnon ou du mari qui va être à côté, qui est dans l'incompréhension totale de savoir ce qu'il se passe, et au-delà de l'incompréhension, dans une impuissance aussi. Donc là aussi, nous le verrons, notamment quand il s'agit d'un couple, la question est certes de la maman, du bébé, de la diade mère-bébé, mais de ne pas oublier, et je vous le traiterai aussi, la question du père aussi, parce qu'elle n'est pas anodine en tout cas. C'est en ce sens que dès que cette souffrance va perdurer, c'est-à-dire qu'il y a la question du baby blues, qui est une tristesse qui va être légère, dès que ce sentiment et ces émotions de tristesse, d'abord d'euphorie puis de tristesse, vont s'installer et vont perdurer, c'est là que, loin de la honte, en tout cas, si il y a en tout cas vous faites partie de professionnels qui accompagnent ce genre de public, il faut absolument faire la prévention et dire à ces mamans de consulter. Il ne faut pas que ce climat qui à la base du baby blues peut être préexistant et soit dans une certaine, on va dire, normalité, s'installe, parce que c'est dans la chronicisation que va se créer la difficulté et va apparaître progressivement la dépressivité. Donc c'est vraiment important
de pouvoir repérer déjà ces premiers signes et que ces premiers signes qui peuvent être tout à fait physiologiques ne s'installent pas voilà, dans une chronicité. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, toutes les études scientifiques ont démontré qu'il n'existe aucune vérité par rapport à cet état de la dépression périnatale ou du postpartum. C'est-à-dire qu'en l'état actuel des recherches, la mère, elle peut vivre une grossesse qui est très difficile, un accouchement qui va être très douloureux, mais un postpartum, c'est-à-dire l'arrivée d'un bébé qui va être formidable et où il n'y aura aucun souci. La mère peut vivre une grossesse et un accouchement formidable, c'est-à-dire qu'elle vous dira qu'elle sera épanouie, qu'elle n'a jamais été aussi bien, que c'est un état formidable, exceptionnel, qu'elle voudrait être tout le temps enceinte et faire une dépression sévère du postpartum. C'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune corrélation non plus avec le désir d'enfant, puisque la dépressivité, et en tout cas la dépression du postpartum, survient chez des mères dont l'enfant a été aussi très, très désiré. C'est pour ça que là aussi, c'est une complexité qui nous échappe même scientifiquement et que c'est au cas par cas. Donc, vous l'aurez compris, le travail de prévention en amont est vraiment fondamental. Et quand je dis le travail de prévention, il n'est pas là pour angoisser, j'insiste là-dessus parce que le travail d'information et de prévention, il est là pour dire que ça existe, de préparer à des signes, mais certainement pas là pour angoisser une personne. Voilà. Et au regard du fait que je vous évoque qu'il n'y ait pas de vérité, en tout cas, et des faits corrélatifs à toutes les notions que je vous évoque, il est important donc effectivement de voir ces mamans au cas par cas parce que ben voilà, ça peut subvenir dans des contextes dans lesquels on ne s'y attendait pas. Donc, il faut comprendre qu'on parle de processus de maternalité. Et ça aussi, c'est important de le comprendre parce que ce processus-là de la maternalité renvoie au propre vécu du parent. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a le statut d'une situation, on va partir classiquement, d'une mère et d'un père, mais qui vont basculer eux aussi du statut de couple, excusez-moi, au statut de parent, c'est-à-dire d'une femme et d'un homme qui vont basculer du statut, pour le coup ici, de femme à mère et de père, d'homme à père. Dans la question qui nous évoque, il faut savoir que cet enjeu, c'est pour ça que là aussi on appelle ça un processus de maternalité, ça va renvoyer au processus même du vécu du propre parent. C'est dans la manière, et c'est tous les témoignages, là aussi qu'on voit plus tard, et qu'on voit même dans des processus adolescents où les parents peuvent dire, ben moi quand j'ai vécu ça, j'aurais jamais fait ça à mon propre père, à ma propre mère. Vous voyez, c'est pouvoir comprendre que ce processus-là, en tout cas, que ce soit dès la maternité jusque dans les processus de l'adolescence qui viennent réveiller beaucoup de choses, dont les remaniements de cette période-là, hein, de la maternité et des étapes du 0-6 ans, c'est de voir qu'à un moment, ça renvoie toujours le sujet à son propre vécu. Et ça, c'est important de le comprendre parce que ça aussi, ça peut être source et réveil aussi de vulnérabilité en regard de l'historicité même de la personne. Donc, le processus de maternalité renvoie au vécu propre du parent, comment lui-même il a été materné, porté. C'est ce que Winnicott appelait le holding en fait. C'est comment mon propre parent, ma mère m'a porté, m'a aimé. C'est la fonction même de ce que. Alors ce sont c'est compliqué de les traduire. C'est ce que Winnicott appelait le caregiver. C'est la personne qui est dans le holding, dans le portage, dans l'affectivité, dans le lien d'attachement à l'amour. C'est comment moi j'ai été aimé et comment en fait je vais le vivre. C'est tout ce réveil-là qui se passe au sein même de ce processus-là que l'on nomme la maternalité.